Le 12e arrondissement héberge quelques-uns des monuments de Paris les plus célèbres. La place de la Nation et ses colonnes du trône, la place de la Bastille, son opéra et sa colonne de Juillet, mais aussi le parc floral dans le bois de Vincennes, ou encore le port de l'Arsenal. Mais d'autres lieux valent aussi le détour. Parmi eux, l'aquarium tropical du palais de la Porte Dorée. Il a été construit à l'occasion de l'exposition coloniale de 1931. Le but de cette manifestation, promouvoir l'image de la France impériale à l'apogée de sa puissance. Au total, l'exposition s'étendait sur plus de 1200 mètres de long, avec 10 km de chemin balisé. Vestige de ce passé, l'aquarium tropical est resté jusqu'en 2006, le seul aquarium à Paris. L'objectif de cet aquarium pour l'IOT en 31, c'était de présenter les animaux des colonies et leur utilisation commerciale. Donc c'était vraiment un outil un petit peu, on peut le dire, de propagande. Mais le succès de l'aquarium a été tel parce que les gens ont pu voir des animaux qu'ils n'avaient jamais vus auparavant, que évidemment ça a généré toute une activité derrière. Et là actuellement on est vraiment un lieu de découverte de la biodiversité marine intertropicale. Et avec près de 300 espèces, la collection est pléthorique. On a la chance d'avoir des animaux qui sortent de l'ordinaire. Alors bien entendu, il y a la collection qui surprend le plus les gens, c'est les animaux marins qui sont les plus colorés. Mais on a une collection d'eau douce assez extraordinaire, notamment sur les poissons primitifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est pas directement perçu par le public avant qu'il ne soit dans l'établissement, mais c'est sans doute la plus belle collection européenne de poissons primitifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un poisson primitif ? C'est un poisson dont on trouve des restes fossiles datés d'il y a 200 millions d'années à peu près, quasiment similaires. On a vraiment ces animaux, les dipneustes notamment, dont on est assez fier. Spécificité de ces dipneustes, ils possèdent des poumons et respirent à la surface. Voici donc le poisson le plus proche de l'homme. Un peu plus loin dans le musée, on peut trouver une magnifique fosse à crocodiles qui héberge dans son décor africain 4 alligators, ainsi que quelques jeunes spécimens mis un peu à l'écart. Entre 100 000 et 200 000 visiteurs viennent découvrir toute cette faune aquatique ou semi-aquatique tous les ans. Dans le quartier de Bercy, un autre endroit flatte l'imaginaire. Le maître des lieux, depuis 17 ans, c'est le comédien et antiquaire Jean-Paul Favant. Il nous ouvre les portes des pavillons de Bercy, un lieu magique, véritable musée des spectacles vivants. Des milliers d'objets interagissent avec le public. Le public est confronté à des objets qui sont des acteurs qui leur parlent parce qu'ils ont été positionnés de manière à être vus au niveau du regard pour rentrer dans l'œil, pour accrocher l'œil. La lumière m'a ensuite permis de leur donner plus de présence en les détourant. Et enfin, l'utilisation de techniques contemporaines comme la vidéo me permet de leur donner du mouvement, de la couleur et quasiment de les faire parler. Si bien qu'un dialogue s'instaure entre les gens qui déambulent ici sans avoir à lire de textes, de légendes. Ils vivent ici et maintenant, mais pas d'intellectualisation, on vit l'instant. Sur les 8000 m² de musée, on peut découvrir 3 salles différentes. Celle des arts forains bien sûr, mais aussi une salle qui rend hommage au théâtre et une autre au carnaval vénitien. Enfin, en extérieur, on peut découvrir le magnifique théâtre de verdure. C'est un musée spectacle, c'est un musée vivant. Les objets sont des acteurs, le public est acteur, il monte sur un manège, il devient cavalier, cycliste sur un manège de vélo. Et le seul travail que l'on a fait pour créer ce mariage entre tous les interlocuteurs qui croisent cet endroit, c'est de restaurer ces objets pour leur rendre la parole que des artisans très savants leur ont donnée à l'origine. Un savoir-faire qui a été reconnu. Le musée a reçu le label d'entreprise du patrimoine vivant pour la préservation et la présentation des objets. Une belle récompense décernée par l'État, mais ce n'est pas la seule. Jean-Paul Favant en a eu une autre, venue directement du monde des arts. J'ai été très fier qu'il soit reconnu par quelqu'un que j'admire, Woody Allen à l'occurrence, qui a choisi de venir tourner ici quelques scènes de son film Midnight in Paris, en laissant intégralement les choses telles qu'elles sont, en acceptant ma mise en scène. Merci, monsieur. Autre lieu chargé d'histoire, la fondation Eugène Napoléon. On y accède par la rue du Faubourg Saint-Antoine. Depuis 160 ans, elle perpétue l'œuvre sociale d'éducation voulue par l'impératrice Eugénie. À l'origine, c'était un établissement dédié aux jeunes orphelines de Paris. Aujourd'hui, c'est devenu un groupe scolaire, du primaire au BTS.
Au moment du mariage impérial, la ville de Paris a offert à Eugénie une parure de diamants de 600 000 francs or. Un cadeau que l'impératrice a refusé, préférant construire cette fondation avec l'argent. Une histoire dont on trouve trace dans la chapelle. Le tableau qui est derrière l'autel a été peint par le peintre Barrias, qui était bien introduit aussi à la cour du Napoléon III. C'est la symbolique de cette histoire de la maison Eugène Napoléon, puisque nous pouvons voir que l'impératrice remet son collier de diamants à la congrégation des sœurs. Ça symbolise un peu la remise des clés de cette maison en 1856. Vu du ciel, on découvre la facétie de l'architecte Hittorf. Il aurait donné au bâtiment la forme d'un collier, en hommage au geste généreux de l'impératrice. Mais le monument le plus célèbre et le plus visité du 12e arrondissement, c'est sans aucun doute la gare de Lyon. Elle est identifiable en un coup d'œil grâce à sa tour de l'horloge. On est dans le plus gros réveil du 12e arrondissement. Voilà, la tour de l'horloge, initialement 67 mètres, aujourd'hui 64 mètres de hauteur. On est sur une structure à la Eiffel, on le voit encore avec ces poutres en ferraille qui reposent sur une structure de pierre qui fait 8 mètres 50 de côté sur la partie basse. Et on est dans la structure du réveil, puisque vous voyez là on est au pied des cadrans monstrueux, hein, puisqu'ils font 36 mètres carrés de surface. Et là, on est en face du chiffre 6. Et ce petit bruit, c'est la grande aiguille qui vient de bouger. Alors, grande aiguille, elle porte bien son nom, 4 mètres, 38 kilos. Mais il faut encore grimper un peu pour découvrir ce que le beffroi offre de plus beau. Une vue magnifique sur la gare de Lyon et sur Paris. Actuellement en travaux, la tour de l'horloge recevra des visites de groupe à partir d'avril 2014. Des visites, le restaurant Le Train Bleu n'en manque pas. Il est situé au premier étage du hall 1. Avec sa déco style Empire, c'est une vraie plongée dans le siècle dernier. Coco Chanel, Jean Cocteau, Salvador Dali et bien d'autres encore étaient des habitués. Aujourd'hui, certaines salles du restaurant sont classées au titre des monuments historiques. Un décor que l'on retrouve aussi en plein milieu de la gare de Lyon, dans la galerie des fresques, une galerie longue de presque 100 mètres. Vous avez devant vous les fresques qui symbolisent les destinations desservies au départ de la gare de Lyon. Et on peut apercevoir Monaco, Nice. Donc ces fresques ont été réalisées en même temps que la création de la gare de Lyon dans les années 1900 et complétées à partir de 1980 pour aller jusqu'à Paris, puisqu'il nous manquait encore le point de départ qui était Paris, la Bourgogne, pour arriver jusqu'à la Côte d'Azur. La gare de Lyon est en plein changement. Symbole du renouveau, le hall 2, il a été modernisé et agrandi. Pour perpétuer la tradition, il est recouvert d'immenses verrières et abrite de nouveaux commerces. C'est devenu un lieu de vie ouvert aux habitants, comme aux 105 millions de voyageurs qui transitent chaque année dans les 81 000 m² de la gare de Lyon.